une vidéo aujourd'hui pour compléter la précédente dans laquelle j'ai abordé voilà, les réactions que j'ai pu avoir contre le contexte géopolitique actuel. Et en fait, il y a 3 jours, oui c'est ça, mercredi, le 29 avril, c'était l'anniversaire de l'éveil. Voilà, vous voyez, ce qui est un peu paradoxal, c'est que je suis capable de mettre une date précise, un horaire, voilà, de situer précisément un événement qui en réalité, qui n'a pas de réalité, dans le sens où c'est un événement qui est une expérience d'arrêt. En fait, l'éveil, c'est pas quelque chose de nouveau qui se produit dans une vie, c'est quelque chose qui cesse. Ce quelque chose, c'est l'identification totale de la conscience à un corps, un esprit mental, une personnalité. Et de cet événement, je m'en étais fait une idée totalement fausse, puisque, comment dire, déjà je pensais que l'éveil allait complètement changer ma vie. Avant l'éveil, hein, je pensais ça. Je pensais que c'était un état permanent, qu'après l'éveil, on goûtait la plénitude, la paix, l'amour, la joie, de manière permanente. Et surtout, voilà, oui, la croyance, c'est qu'on croit que l'éveil va nous arriver à nous, personne, à Amélie. Amélie va vivre l'éveil. Et en réalité, donc ce n'est pas, c'est pas du tout ça. Et par où commencer? Déjà par rapport à la permanence d'un état, la conscience n'a pas d'état. La conscience est immuable. La conscience est sans mouvement. Or, la vie, c'est un mouvement permanent. Donc la conscience qui vit une expérience humaine, eh bien, elle accueille un mouvement permanent, y compris un mouvement de l'état, de l'organisme, corps, mental, le psychisme, les humeurs, les émotions, tout cela fluctue librement. Alors, les quelques jours qui ont suivi l'éveil, il y a eu ce qu'on peut appeler la lune de miel, bref, où j'ai goûté vraiment cette libération, une extase, une joie, une paix, dans laquelle apparaissaient de temps en temps des petits mouvements comme ça. Je notais, j'observais une petite peur ou un petit agacement, et hop, c'était tout de suite, comment dire, alors c'était pas accueilli, c'était reconnu, c'est-à-dire qu'il y avait tout de suite un mouvement de « Ah oui, c'est vrai, je ne suis pas ça. Ah oui, ça apparaît, mais ça n'est pas moi. Ça n'est pas ce que je suis, plutôt. » Quelque chose de très distancié, finalement. Une conscience qui s'était reconnue en tant que tout, mais c'était surtout je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je suis l'espace où tout cela se déploie. Et alors, c'est agréable, je dirais, parce qu'il y a la paix, il y a... on lâche le personnage et son histoire qui ici chez Amélie était quand même très lourd à porter, hein. Il y avait
tout ce poids de, de l'existence qui d'un seul coup s'est libéré. Mais je dirais que c'est juste un premier pas, c'est juste, comment dire, ça fait partie du chemin. Alors peut-être que chez certains, cette lune de miel dure longtemps, dure peut-être toujours, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas ce que j'expérimente et j'ai envie de partager là-dessus. Parce que cette conscience qui se reconnaît en tant que tout, donc il n'y a plus la... En fait, la conscience cesse de se coller, d'être complètement collée à l'idée d'un corps et d'un mental, de se croire dans un corps avec ce mental qui fonctionne de manière autonome. L'attention en fait se détache, rejoint voilà, l'espace totalement libre et ouvert de la conscience, se goûte en tant que cela. Et pour autant, mais la personnalité déjà ne change pas, cette personnalité, ce psychisme humain. En tout cas, alors peut-être qu'il évolue quand même après, mais il a encore sa façon d'être, ses particularités. Si vous êtes, enfin j'ai donné des exemples, vos défauts entre guillemets restent. Alors partons de mon expérience, j'ai un très très mauvais sens de l'orientation. Voilà, et ben voilà, ça n'a pas changé du tout. C'était une catastrophe. Et ça fait partie, je dirais, voilà, des caractéristiques du personnage. Par exemple, si vous avez une nature un peu, je sais pas moi, râleuse, ben voilà, et ça peut encore se manifester comme cela. Ça, c'est des choses qui... Et puis, il y a ce que j'ai mentionné dans ma dernière vidéo, toutes ces émotions, toutes ces blessures qui sont, elles, stockées, c'est pas très élégant, mais on va dire engrammées, des énergies qui sont cristallisées au niveau corporel. Et c'est ce qu'on appelle la lessive post-éveil. L'éveil, c'est juste le début d'un nouveau chemin, d'une nouvelle vie vécue depuis cet espace de conscience qui n'admet aucun compromis. C'est-à-dire que ce chemin, en fait, va consister à brûler, à se dépouiller, à abandonner totalement toutes les protections, tout ce qui a été construit, toutes les croyances, tout ce que le mental égo a érigé pour maintenir une certaine forme de sécurité, pour maintenir, c'est ça, c'est... En fait, l'ego, la croyance d'être une personne séparée, c'est une énergie, c'est toute l'attention de la conscience qui est focalisée sur les pensées, sur l'énergie qui est mise autour de la croyance en un petit moi. Et ça s'accompagne de toutes les peurs liées à l'ego. Et alors ça, c'est propre à chacun, toutes ces croyances. Et la lessive après l'éveil, c'est ça, c'est de lâcher complètement tout ce qui est venu se superposer, tous ces filtres, tous ces voiles, à, je dirais, tout ce qui vient entraver la pure conscience, tout ce qui vient entraver le fluide, l'énergie pure de la conscience qui en fait, votre vie humaine n'a qu'un seul but, c'est de laisser librement s'exprimer cette conscience à travers vous.
Et, et tout ce qui a été construit par le mental ego pour se protéger et qui lui donne l'impression d'avoir encore quelque peu le contrôle sur la vie, sur les choses, sur sa propre protection, sur la propre idée qui... Et bien tout ça, après l'éveil, ça va créer, ça va se manifester par ce qui se manifeste déjà dans la vie humaine avant l'éveil, c'est-à-dire de la douleur, qu'elle soit, enfin, des réactions, des crispations désagréables, qui en réalité n'ont d'autre but que d'être une incitation à venir déjà regarder tout cela, l'accueillir et le remettre à la source, j'ai envie de dire. Ça demande beaucoup de courage et ce qu'on appelle l'humilité. Et l'humilité, dans ce cas, ce n'est pas « je ne suis rien, je ne suis personne, je ne vaux rien », c'est pas ça, c'est pas considérer qu'on... En fait, l'humilité, c'est lorsque le mental égo abandonne toute tentative dépose les armes, quoi. Toute tentative de lutte, de protection, abandonne la moindre parcelle du contrôle qu'il pensait avoir. Et ça crée beaucoup de peur, ça crée beaucoup d'insécurité, parce que d'autant plus si dans l'enfance on a connu des situations dans lesquelles on n'était pas en capacité de réagir, d'exprimer nos peurs, nos colères, nos frustrations, ou de ne pas être en capacité de comprendre des situations qui dépassaient les capacités de l'enfant à analyser les choses et à les remettre à leur juste place. Et je me souviens très bien, moi, avoir vécu des situations qui étaient tellement dérangeantes pour l'enfant que j'étais. Mais derrière dérangeante, c'était où je sentais qu'il y avait du danger. Je sentais que les choses n'étaient pas normales, mais comme elles venaient de mes parents, c'est-à-dire les personnes censées m'apporter amour, soutien et protection, il y a un mécanisme de protection de ce fait qui est mis en place par l'enfant. Parce que reconnaître, avoir des parents défaillants, vous voyez, l'enfant n'est pas en capacité de se dire « Ah oui, là, ce que mon père fait ou ma mère fait, ce n'est pas normal. » Et donc, en quelque sorte, ce serait reconnaître avoir des parents qui ne sont pas capables de nous apporter la protection. C'est en quelque sorte, pour l'enfant, c'est beaucoup plus angoissant de reconnaître, de conscientiser cela. Il n'en a pas la capacité parce que lui, il est totalement dépendant de ses parents. Donc il va, alors il y a plusieurs mécanismes, considérer que c'est lui qui... Oui, c'est normal, alors s'il y a de la violence par exemple, si un enfant est battu, eh ben, c'est parce que je ne suis pas assez bien, je n'ai pas... voilà, il peut y avoir ça. Donc l'image qu'il va avoir, c'est qu'il faut qu'il soit, alors, soit le plus discret possible. Il y a des enfants qui cherchent absolument à disparaître, à susciter le moins possible l'attention du parent, de peur de susciter la violence, ou alors au contraire, un enfant se dit je suis méchant, je suis mauvais, et il va amplifier ça. Il va justement prouver à son parent que oui, il a raison d'être violent avec lui. Et voilà, vous voyez, il y a plein de mécanismes qui peuvent paraître complètement... Alors chez moi, il y a eu beaucoup de dissociation, parce que comme ce que je voyais suscitait des émotions qui étaient systématiquement niées ou en tout cas invalidées, que on me faisait comprendre que mes réactions n'étaient pas appropriées.
et ben je me suis coupée complètement de mon corps et de ce qu'il ressentait. Et j'ai tout intellectualisé, tout mentalisé, fait vraiment voilà. Ce que mon corps ressentait, les émotions, tac, il y avait une dissociation. Je crois que oui, c'est ça le terme, la dissociation. Bref. Et vous avez, enfin voilà, moi j'ai vécu comme cela pendant plus de 47 ans. Et c'est des habitudes, je dirais, de survie. Hein. Dans ce cas-là, on est dans le mode survie. Et ben ça ne disparaît pas du jour au lendemain. Tous ces mécanismes, etc., ne disparaissent pas du jour au lendemain et ils continuent de se manifester. Mais maintenant que... Alors quand ils se manifestent, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs mécanismes qui font quand même que pendant plusieurs jours parfois, j'ai l'impression de retomber dans des états de souffrance vis-à-vis d'une situation. Et ça peut être très déstabilisant après l'éveil, parce que une fois qu'il y a eu une évidence qu'il n'y a... Alors je vais pas dire il n'y a personne, parce que maintenant je le vois plus comme ça. Une fois que l'évidence est venue, que je ne suis pas limitée à un corps, à un mental, à une histoire, il y a des identifications avec le petit personnage qu'on a goûté à être le tout, eh bien, il peut y avoir un refus par rapport à ce genre d'émotion, et c'est ce qui s'est passé. Alors, d'autant plus lorsque c'est... En fait, ce lessivage après l'éveil, je dirais que, en tout cas ici, c'est beaucoup dans les relations interpersonnelles que des émotions vont surgir. L'effet miroir, c'est-à-dire que la vie est bien faite, je vais le dire comme ça. Elle va vous... Les énergies que vous avez en vous, ces vibrations qui ont besoin d'être vues, eh bien, elles vont appeler ces vibrations qui sont dans la même résonance, vous voyez. Donc les circonstances de la vie, c'est ça que je veux dire. Les circonstances de la vie vont se présenter en tant que de besoin pour vous faire réaliser tout ce qui a besoin d'être nettoyé en vous, tout ce qui a besoin d'être vu, tout ce qui a besoin d'être lâché. Alors, j'ai longtemps hésité. Est-ce que je vous raconte concrètement ce qui se passe, de la manière, etc., etc. J'ai peur qu'en fait, parce que bien évidemment, tout ce qui se manifeste en Amélie, en moi, c'est propre à mon histoire. Et là, j'ai envie de vous parler de l'âme. Parce que voilà, c'est pas une notion que j'ai abordée jusqu'alors, parce que je dirais que ça ne s'était pas présenté. C'est-à-dire que quand la conscience se reconnaît en tant que tout, eh ben, il y a la conscience et il n'y a que ça. Tout est conscience. Tout est la conscience. Je suis la conscience dans laquelle se manifestent les arbres, la route, tout, enfin bref, y compris un corps avec un corps, ses sensations, un mental, etc., etc. Tout est un. Donc je dirais qu'il n'y avait pas de place, entre guillemets, pour une âme. Enfin, qu'est-ce qu'aurait été une âme? Oui, alors j'avais entendu parler de l'âme, des âmes, des familles d'âmes, etc. Mais voilà, ça ne s'était pas invité dans mon expérience, dans ces espèces pas de compréhension, mais d'évidence comme ça, qui viennent m'imprégner, se consolider en moi. Et là, au regard des derniers événements, je dirais, qui m'ont pas mal chahuté et qui m'ont pas mal également
me fait refaire ressurgir des questionnements de mais à quoi ça sert tout ça? Il y avait même un découragement parce que, comme j'ai vécu des moments où il y avait vraiment un ras-le-bol, de la vie humaine, de l'incarnation. Mais qu'est-ce que je viens faire ici? J'en ai marre. Il y a même eu, bon ben, alors maintenant qu'en plus j'ai vu, il y a eu l'éveil, je sais que je ne suis pas cette personne humaine, et malgré tout, ça continue d'être lourd, de me prendre la tête sur, voilà, je me dis mais j'ai plus rien à espérer là, vivement que ça s'arrête quoi. Donc vous voyez la lourdeur de l'existence qui venait comme ça se reposer sur mes épaules. J'ai perdu le fil de où je voulais en venir. Oui, et donc c'est là qu'une nuit, souvent moi c'est la nuit où il y a des petites nuits où je ne dors pas parce que il y a plein de... Alors c'est pas... Alors il y a des nuits où il y a beaucoup d'angoisse et ça c'est des choses qui ressortent. Puis il y a des nuits comme ça, il y a des choses qui... Alors c'est pas des voix, hein, vous n'imaginez pas des choses de ce genre, c'est plutôt ça, voilà, des compréhensions qui se font. Et c'est là où je me suis dit, mais oui, c'est ça en fait l'âme. L'âme, c'est la conscience, donc c'est l'un, avec un U majuscule. J'hésite encore à utiliser le mot Dieu parce qu'il y a tellement de... C'est un terme derrière lequel, je pense, on met tellement d'images, de représentations, de concepts, mais si vous voulez mettre Dieu, vous mettiez Dieu, la conscience divine, le un, le tout, voilà. L'âme, donc voilà, elle est immortelle. Et en fait, les âmes, parce que voilà, chaque âme est en fait la conscience qui, alors, décide. Il y a un choix. Alors ça, c'est une notion que j'ai envie d'explorer. J'ai encore du mal à bien percevoir comment ce choix peut se faire. Ce choix de vivre une expérience d'oubli de qui elle est. Et cette expérience, c'est justement pour permettre à la conscience divine qui ne se connaît pas en fait, qui est pur sujet, donc qui ne peut pas se connaître puisque elle n'est pas objet, elle ne peut pas être vue, elle ne peut pas être... donc qui n'a pas d'autre choix pour se connaître que de faire l'expérience de différentes formes de manifestations, et la vie humaine en est une parmi d'autres. Et l'âme choisit d'oublier momentanément pour que le jeu soit parfait, entre guillemets, pour vraiment goûter cette expérience d'oubli de qui elle est en vivant des expériences humaines, mais il y en a plein d'autres, il y a d'autres plans, il y a d'autres formes de vie, hein, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, donc on dit qu'il y a incarnation de l'âme, mais ça c'est encore une vision, c'est comme quand on dit qu'il y a des sorties de corps, en fait, il n'y a pas d'intérieur, d'extérieur, il n'y a pas de sortie de quoi que ce soit. L'âme, elle ne rentre pas dans un corps, puisqu'en fait, tout est un. Toute la matière est en quelque sorte de la conscience plus ou moins densifiée. Donc il n'y a pas quelque chose qui rentre dans un corps ou qui est hors du corps ou ce qu'on appelle une sortie de corps. C'est plutôt, enfin j'en ai pas fait, hein, je dis ça comme ça, mais en fait oui, tout est conscience, donc c'est plutôt l'attention, la focalisation de l'attention qui fait qu'il y a une identification provisoire à une forme particulière. Et quand cette identification lâche et que l'attention se détache, arrête de saisir un objet en particulier, et ben
Ça peut donner, oui, peut-être l'illusion d'une sortie de corps, bref. Donc en tout cas, l'expérience humaine, c'est ça. C'est la conscience qui expérimente une vie humaine où il y a oubli. La conscience oublie qu'elle n'est pas uniquement, donc l'oubli se fait par une identification totale à la forme humaine, le corps, le mental, le psychisme, la mémoire, toutes les histoires. Et cette expérience, alors on parle aussi de... Parce que en fait cette expérience, elle inclut la temporalité et l'espace. Hein, l'âme étant la conscience, elle est hors du temps et de l'espace. Donc quand on dit aussi qu'il y a des vies antérieures, des mémoires, etc., alors ça permet de comprendre aussi toutes les informations que l'âme véhicule. C'est difficile de mettre des mots, hein. C'est pour cela que certains, à la naissance, même voilà, ont des réminiscences de ce qu'on appelle des vies antérieures, qui sont en fait les informations de l'âme. Mais l'âme étant hors du temps et de l'espace, tout est en même temps. Comment vous expliquer ? Toute cette information est disponible, il n'y a pas un séquençage, l'âme va vivre, voilà, c'est le paradoxe, hein, de la manifestation, où la manifestation crée l'espace et le temps, mais l'âme et la conscience. Bon, elle va être longue cette vidéo, elle va être confuse, je suis désolée, mais voilà, ça me semblait important d'apporter, parce que voilà, où je voulais en venir, quel est le sens de l'existence ? Et il y avait également pourquoi après l'éveil, ça continue de se réidentifier. C'est pas que ça oublie, parce que il n'y a pas de perte de l'éveil, ça c'est pas possible, hein. Une fois que vous avez vu, une fois que vous avez eu cette évidence, l'oubli, voilà, la réidentification, elle est de toute façon toujours temporaire. Il y a toujours un moment où on fait « Ah, mais là, je suis complètement identifiée à mes pensées, etc. » Pourquoi ça fait ça ? Eh bien, parce que l'âme, c'est son chemin. Elle est là pour ça. C'est l'expérience qu'elle vit, justement, pour goûter l'expérience de tout. En fait, cet un, pour se goûter, il a besoin d'exploser en une multitude de petits morceaux de miroir, parce que lui, en tant que grand miroir, il ne peut pas se connaître sinon. D'accord ? C'est la seule façon pour la conscience divine de se connaître, de goûter. Alors, de ce fait, ce qui a semblé, mais vous voyez, quand je dis ça, je voudrais pas qu'il y ait l'impression qu'il y a une bonne façon de faire et une mauvaise façon de faire. Que vous puissiez... et mea culpa, parce que ça se trouve, j'ai exposé les choses un peu de cette façon dans ma précédente vidéo, où je disais là, vous voyez, quand on réagit, quand on est dans la réaction vis-à-vis de l'actualité, ça, c'est de l'ego. Mais il n'y a pas de mal, quoi, dans le sens où... Alors c'est désagréable, le corps le vit de manière désagréable, parce que tout de suite il y a une tension, mais il n'y a pas d'erreur. Qui se tromperait d'ailleurs ? Il n'y a personne pour se tromper, personne ne fait le choix de revenir dans l'ego ou de se rappeler être la conscience. C'est l'expérience que l'âme vit. Elle rejoue de temps en temps à revivre l'expérience de l'oubli d'elle-même, de se réidentifier pour ensuite mieux revivre l'unité. Et ces périodes de lessive, c'est ça. C'est après la pluie, le beau temps. C'est après l'expiration, l'inspiration, c'est le mouvement. Et vouloir aller à l'encontre de ça, voilà, ce serait considérer qu'il ne devrait plus y avoir de mouvement. Il faudrait un état statique, stable, immuable. C'est confondre en fait le plan de l'absolu avec la manifestation. Et ça peut être un piège, hein, d'ailleurs. Vous avez peut-être déjà entendu le déni spirituel,
qui serait de se protéger de tout ce qui se manifeste, donc en l'occurrence les émotions, avec un mouvement, et ça a été ce que j'ai un peu fait au début, là juste après l'éveil, c'était ah mais non, mais je ne suis pas ce corps, je ne suis pas cette émotion, c'est une pensée, je la laisse passer. Vous voyez, quelque chose d'un peu, je me mets en dehors de tout ça, ça ne m'atteint pas. Et bien, en fait, c'est pas ça la vie humaine. Ça, c'est vivre de manière, dans les hautes sphères, là, de manière trop verticale. La lessive, c'est vraiment de faire en sorte de replonger dans la matière, en l'occurrence le corps. Le corps est éminemment spirituel. Ça, c'est aussi quelque chose sur laquelle j'avais des idées totalement fausses avant l'éveil. Je pensais qu'être réveillée, c'était flotter dans un état où je ne suis pas le corps, donc en quelque sorte que y avait une forme d'apesanteur, ou je ne sais pas, qu'on ne sentait plus ce poids de l'existence corporelle avec toutes les vicissitudes du corps, etc. Et à contrario, plus j'avance sur ce chemin, et plus ce corps est habité, plus ce corps vibre dans ses moindres recoins, plus ce corps est vu, senti, goûté en tant que conscience divine, densifiée. C'est juste, c'est... comment vous expliquer autrement? Je peux pas le dire mieux en fait. Votre corps est de la conscience divine, densifiée. C'est le costume que l'âme revêt pour faire cette expérience de la vie humaine. Et dans ces périodes où j'étais en période de lessive, d'ailleurs, il y a des symptômes où mon corps exprime son niveau d'énergie. Il y avait clairement de la fatigue, une baisse de mon système immunitaire. J'ai fait une analyse sanguine parce que j'avais des maux de gorge, j'avais un petit état fébrile qui durait 2, 3, 4 semaines. Je me suis dit, c'est long là quand même. Le médecin m'a dit, bon, ça doit être un virus, ok. Et en fait, je sentais que non, c'était juste mon état vibratoire. Et mon corps exprimait en fait le niveau vibratoire en fait, c'est juste ça, en fait, c'est de la vibration, c'est un état d'énergie. Tout est de l'énergie, tout est... La matière, c'est de l'énergie, on est dans une grande soupe, une grande soupe d'énergie, plus ou moins densifiée, de conscience divine. Voilà. Et alors, pour être un petit peu plus explicite sur ce lessivage, alors pourquoi il n'y a pas eu, malgré l'éveil, malgré le fait de savoir que je suis la conscience et non pas un petit humain séparé, pourquoi ça dure plusieurs jours, etc. Alors, pourquoi pas, je vous ai dit, il n'y a rien de mal, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de choses à corriger, si ce n'est que, comme c'est vécu de manière désagréable, et qu'après avoir goûté la plénitude, on se dit, là, il y a quelque chose qui a besoin d'être traversé. Alors, il y a les mécanismes que j'ai notés, que j'ai identifiés, être un petit peu justement ce qui va bloquer l'accueil et donc la libération de ce qui a besoin d'être libéré. Eh bien, le tout premier pour moi, ça a été la culpabilité.
c'était mais pourquoi je ressens ça? Pourquoi j'ai du jugement vis-à-vis de cette personne? Pourquoi je suis en colère? Pourquoi ça m'atteint autant? J'arrête pas d'y penser, ça tourne en boucle. Et ben ce pourquoi, en fait, ça ne devrait pas être là. En arrière-plan, c'était euh, je ne devrais plus ressentir cela, je devrais être en capacité de l'accueillir tout de suite et que ces émotions devraient euh, se manifester et disparaître sans laisser de traces. Et là, j'étais en boucle, mon mental, etc. Donc ça, c'est la culpabilité. Donc culpabilité, c'est d'être coupé de la source. Donc pourquoi je suis coupée de la source? Pourquoi j'arrive donc là, c'est le mental, hein, l'ego qui juge la situation, c'est l'ego spirituel. Vous voyez toutes ces petites parts que l'on a dans notre psychisme, cette voix de la culpabilité, tu ne devrais pas ressentir ça, et l'autre voix qui dit bah si, je suis en colère contre cette personne, elle n'aurait pas dû se... Et voilà, il y a un tas de petites voix comme ça qui se disputent. Donc déjà ça, la première étape, c'est déjà d'accueillir le fait même d'avoir une émotion, avant d'accueillir l'émotion elle-même. Ça peut être déjà une première... le refus, d'accueillir le refus de l'émotion. Ensuite, ici, il y avait beaucoup de peurs que je n'avais pas du tout identifiées, beaucoup de... En fait, alors je ne sais pas s'il faut que je relate les événements, mais ça va être compliqué si je ne donne pas d'exemple précis. Dans ce que j'ai vécu, là, il y a eu une petite situation où, qui impliquait ma belle-mère. Et j'ai toujours eu une relation qui n'a pas été fluide avec elle et ça m'a beaucoup culpabilisée depuis toujours de ne pas réussir à ne pas avoir de jugement et de ressenti négatif à son contact. Voilà, pour le dire. Et ça, en fait, je me souviens la première fois que je l'ai vu, et vous savez, on dit souvent le premier ressenti est toujours le bon. Mais pourquoi? Parce que quand on rencontre un autre, qui en fait n'est pas... Enfin, bref, dans la vie, voilà, on a l'impression qu'il y a des autres. Eh bien, il y a plein de choses de l'inconscient. Votre corps va tac, tac, tac. Il y a une analyse complètement inconsciente qui est... Et si dans cette analyse, il y a des petits signaux là qui vont faire que tout votre ressenti pourra être négatif sans même que vous puissiez comprendre pourquoi. Et en y repensant maintenant, je me souviens que voilà, ces petits signaux s'étaient déjà activés dès la première fois où j'ai rencontré ma belle-mère. Je ne donne pas plus de précision parce que là, ce qu'il est important de comprendre, c'est que personne n'est en tort dans ces relations. Pourquoi ça fait ça? Eh bien, parce que c'était elle et parce que c'était moi. C'est-à-dire que, je l'ai déjà indiqué, s'il y a des choses en vous, des blessures, eh ben ça va avoir une certaine vibration et qui va rentrer en résonance avec la vibration de cette autre personne. Autrement dit, quelqu'un d'autre que moi, avec une autre histoire, avec des blessures qui ne sont pas les miennes, n'aura pas du tout les mêmes réactions, etc. et pourra trouver ma belle-mère adorable. Voilà. Et après l'éveil, pendant la période, ce que j'appelle la lune de miel, eh bien, il n'y avait plus de jugement, ou alors des petites pointes, mais qui... Et même vis-à-vis de ma belle-mère, voilà, j'avais beaucoup apprécié, mais il n'y avait plus... Voilà, c'était fluide, j'avais beaucoup moins, même, ça se présentait quand même, hein, mais beaucoup moins
ses jugements et puis toutes ces petites choses qui... Alors, je vais quand même donner un exemple parce que je trouve qu'il éclaire bien à quel point c'est incontrôlable en fait, tout ce qui se manifeste au contact d'une personne. Ça me fait rire maintenant parce que c'est tellement parlant. Ma belle-mère, quand elle rentrait chez moi, on se disait bonjour. Alors elle se parfumait parce que bon, elle se parfumait beaucoup. Elle fait des efforts, elle en met moins. Je suis très sensible au parfum, mais chez elle, en fait, ça déclenchait une réaction physique où, alors je ne suis pas asthmatique, mais là, ça ressemblait à de l'asthme en fait. Voilà, donc constriction, et ça me faisait tousser, ça m'irritait, ça me donnait très très mal à la tête, à tel point que bon, bah, c'était très très désagréable, mais je n'osais pas lui dire, ou alors je le disais à mon mari, je disais, oh, c'est pas, c'est, et j'étais la seule à être incommodée, mon entourage ne l'était pas, et c'était très gênant pour moi parce que j'avais peur de la vexer, d'autant plus qu'il n'y avait que moi, alors j'ouvrais les fenêtres. Et puis un jour, j'en pouvais plus, je toussais, donc mon mari a fini par lui expliquer. Donc elle a changé de parfum, elle faisait des efforts à son niveau, mais qui restaient toujours insuffisants. C'est-à-dire que... Alors ça me fait rire, mais moi ça m'incommodait tellement que ça finissait par développer une forme de rancœur. Je me disais, d'appréhension à chacune de ces visites. Je me disais, oh, ça y est, ça va être encore horrible. Je vais tousser, je vais avoir mal à la tête. Alors j'étais, comment je vais faire? Alors je restais dans la cuisine, j'ouvrais la fenêtre. Enfin, vous voyez, ça devenait vraiment une situation compliquée pour moi à gérer. Et je voyais que c'était vraiment que vis-à-vis d'elle, c'est-à-dire que j'ai 3 ados qui aiment se parfumer, alors ça m'incommode, mais jamais autant que ma belle-mère. Vous voyez, il y avait vraiment un focus. Et je me disais, mais c'est pas possible. Alors le comble, c'est que elle aime bien changer de parfum. Et un jour, j'ai reconnu mon parfum sur elle. Et là, mais ça a été... encore plus. Mais alors j'en ris parce que ça me semble tellement ridicule, vous voyez, c'est tellement... Et là, c'est quoi? C'est mon corps qui s'exprimait, mais je vais vous expliquer après comment j'ai fait le lien avec d'autres choses. Et donc récemment, ce qui s'est passé avec ma belle-mère, comment vous expliquer? Sans rentrer trop dans les détails, mais voilà. Elle vient toutes les semaines, et à midi, on évoquait... le contexte géopolitique, alors c'est surtout elle qui en parle, elle est souvent devant la télé. Nous, on évite ce sujet avec elle parce que c'est un sujet de friction. Voilà, nous n'avons pas du tout les... Bref, voilà, on a... C'est un sujet un peu glissant. Mais c'est elle qui l'amène souvent à table, on va dire, hein, dans le sens propre comme au sens figuré. Et ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que devant mes enfants, elle a évoqué, voilà, on va dire des positions qui vont à l'encontre de ce que nous avons envie de transmettre à nos enfants, n'est-ce pas? Donc mon mari a réagi et du fait de cette réaction de mon mari, ma belle-mère s'est un petit peu vexée. Et là, j'ai senti un mouvement où moi aussi j'avais envie de réagir, et en même temps j'étais consciente que ça partait d'un mouvement égotique qui en plus allait à l'encontre de ce que je voulais expliquer, qui était justement j'ai du mal à rentrer dans les détails. En fait, j'ai voulu expliquer en quoi les conflits actuels, la guerre, etc., toutes ces tensions, toute cette violence est en quelque sorte le reflet de ce que chacun, ce que l'ego porte en lui de violent, etc. Et du coup, j'ai pris la parole, ce qui n'est pas chose facile non plus quand elle est là, parce que ma belle-mère, inconsciemment, hein, me coupe beaucoup la parole. Donc ça aussi, ça fait partie aussi des choses qui viennent
réveiller, appuyer sur des petits déclencheurs en moi. Et là, en fait, devant les enfants, j'ai voulu... j'exprime vraiment très très rarement ce que je... Mes enfants, quand j'écoute des satsangs, etc., ils entendent, mais voilà, je ne veux pas leur imposer, je veux vraiment que ce soit eux qui soient s'y intéressent. Et là, voilà, j'ai juste évoqué devant ma belle-mère le fait que toutes ces tensions politiques, politiques mondiales, enfin bref, oui, le lien avec ce qu'on porte aussi en nous, de peur, de rejet, parce qu'elle avait exprimé du racisme, enfin, mettons un mot. Et puis, je voyais que mes enfants étaient intéressés et me posaient des questions, et j'étais même très surprise d'entendre de leur bouche qu'ils avaient déjà écouté des choses sur ce qu'est la conscience, sur... voilà, et voilà, et j'étais très très heureuse de pouvoir... Et en plus, je me disais, bon, bah, je vais leur parler de la conscience, de l'amour divin, de l'amour universel, nous sommes tous... voilà, de leur parler de Jésus, parce que j'ai jamais eu l'occasion. Et ma belle-mère, je me dis en plus, voilà, elle est croyante, elle va à l'église, forcément, ça va. Et je pense que j'étais à ce moment-là très... Alors déjà, de m'exprimer, c'est très rare, parce que comme elle me coupe la parole et que je sens qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, habituellement, je parle très peu quand elle est là, parce que... Et là, je parlais, je sentais qu'elle essayait de me couper, elle intervenait pour... Mais j'avais vraiment envie, voilà, j'avais envie, je me sentais même dans un état un peu second, quoi, d'être tellement heureuse de partager ça avec mes enfants. Et j'ai pas vraiment prêté attention à son comportement. À un moment, elle s'est levée, elle est allée rejoindre l'autre partie de la table, à côté de ma plus jeune fille. Et puis voilà, je continue d'échanger avec les enfants qui me posaient des questions. Et à un moment, ma belle-mère s'est levée, et vraiment très... Bon, ça suffit, je m'en vais, mais voilà, comme ça. Et je me suis dit, oula, il s'est passé quelque chose, voilà, incompréhension. Je me dis, bon, elle est en colère, quelque chose ne va pas. Et donc elle a pris ses affaires, mon mari l'a raccompagnée chez elle. Et là, ma plus jeune fille, mes enfants qui étaient un peu surpris aussi de la situation, ma plus jeune fille qui me dit oh, « Maman, mamie, elle n'était pas du tout d'accord avec ce que tu disais. Et elle m'a dit oh là là, c'est une secte, elle fait partie d'une secte, elle n'arrêtait pas de me dire ça, et j'étais gênée. Voilà, bon. Les faits. Et donc j'ai évoqué plus après ce que ça a généré en moi. En tout cas, ça a généré beaucoup d'émotions que j'ai eu beaucoup de mal à accueillir. Je vous dirai pourquoi. Ensuite, la semaine suivante, puisqu'elle vient toutes les semaines, alors déjà, j'avais pas encore digéré, entre guillemets, ce qui s'était passé, mais je ne voulais surtout pas... je sentais que c'était à moi que c'était voilà, à traverser, que c'était à moi voilà, de digérer tout cela d'un point de vue de l'unité, mais je me sentais encore pas du tout dans l'unité. C'est-à-dire que ce que ça a généré en moi, c'est vraiment une coupure, la réidentification avec le personnage, dans le sens où je me sentais, c'était elle contre moi et moi contre elle, quoi. Et du coup, beaucoup de tension. Donc je ne voulais surtout pas réévoquer cet épisode, d'autant plus, entre guillemets, que la semaine suivante, quand ma belle-mère est venue, j'ai tout de suite vu elle boudait, quoi. C'était, un glaçon, quoi. C'était vraiment très froid. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous voyez, ce que je vois, c'est que tant que la situation voilà, n'est pas
il n'y a pas eu cet accueil, que je vais évoquer après, hein, ce retour à l'unité, à l'amour inconditionnel. Et ben j'ai l'impression, et je pense que c'est ça, hein, cette tension, cette attention qui est mise sur... Parce que quand c'est comme ça, toute l'attention est mise sur la situation qui a généré toutes ces émotions. Donc mon attention, et du coup, l'énergie qui est donnée à tout ça, elle ne fait qu'augmenter. Donc ça se traduit corporellement, les vibrations. Et donc c'est un peu comme si, tant que ça ne s'est pas dissous, les circonstances vont venir réalimenter tout cela. La semaine suivante, c'est ce qui s'est passé. La semaine suivante, ce qui s'est passé, alors c'était pas le même goût, le même odeur, mais voilà, ça venait encore se raccrocher. C'est que à un moment, ma fille aînée évoque le fait qu'elle veut acheter un sac et elle me demande mon avis, elle me montre la photo et elle me demande mon avis, donc je le donne. C'était un sac de très mauvaise qualité, dans le sens où c'était un matériau en plastique machin. Un sac bon marché, et donc voilà, mon avis, je lui dis, écoute Clémence, tu veux pas attendre un petit peu parce que je pense que pour l'achat d'un sac, ça vaudrait le coup de mettre plus cher, mais d'acheter de la qualité, surtout que c'est bientôt ton anniversaire, voilà. Ma belle-mère donne son avis en disant, oh mais non, t'as raison, moi je préfère mettre pas cher et changer plus souvent. Bon, voilà. Elle donne son avis. Je vous avoue que ça... j'ai vu la pointe d'agacement parce que je vous expliquerai après ce qui est venu ici, ce que cette réflexion est venue activer. Et je dirais que la cerise sur le gâteau, c'est que le lendemain, ma fille reçoit un message et j'étais à côté d'elle à ce moment-là, on était tous à table. Ma belle-mère n'était plus là, hein, bien sûr, puisque c'est elle qui a envoyé ce message à ma fille, qui disait... Donc ma fille me dit « Oh, mamie m'envoie un message. » Je comprends pas, elle m'écrit « Ma petite chérie, si tu veux, je t'achèterai le sac. » Bon, vous voyez, j'en ris, hein, c'est bon signe, ça veut dire que les choses se sont apaisées. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai ressenti exactement la même émotion que lorsque ma plus jeune fille a évoqué le fait que sa grand-mère avait parlé de moi en évoquant que j'étais dans une secte. Ça a été exactement la même émotion. Et là, je me suis dit, bon, comment sortir de cela, c'est-à-dire, parce que vous voyez, ça s'est étalé sur 2 à 3 semaines, et pendant ces 2 à 3 semaines, comme l'attention était totalement focalisée sur les émotions, sur ce qui s'était passé, sur la situation, sur ce qui avait été dit, sur moi, ce que je n'avais pas dit, est-ce que j'aurais dû dire, et j'en parlais à mon mari, et je voyais bien que lui n'avait pas, ça suscitait pas autant d'émotions en lui. Et c'est normal parce que, alors déjà, la culpabilité, il y avait pourquoi je ressens ça, pourquoi ça ne me passe pas au-dessus, pourquoi... Et non, hein, voilà, ça se manifeste parce que ça doit se manifester, parce que ça a besoin d'être traversé. La deuxième chose, c'était... c'est d'avoir vraiment vu à quel point il y avait une peur sous-jacente, un mécanisme d'autoprotection tellement puissant et tellement bien rodé qu'il m'empêchait d'aller voir vous voyez cet exercice d'accueillir, de laisser l'émotion. Ça faisait comme un barrage, mais vraiment c'est tellement bien fait que
je me suis laissée prendre, alors là-dedans, ce jeu, gna gna gna, c'est-à-dire que, oui, voilà, c'est ça, c'était vraiment un mécanisme de protection bien huilé. Alors ça me donne l'occasion justement d'évoquer ce mécanisme que j'ai un petit peu évoqué en début de cette vidéo quand je disais qu'enfant n'était pas en capacité de. Alors comment vous expliquer les choses concrètement sans trop dévoiler de mon histoire, parce que c'est une histoire, voilà, comme toutes les histoires, elle est particulière et l'idée c'est que ce que je puisse partager soit suffisamment général, mais je vais donner les choses simplement. Dans mon histoire d'enfance, voilà, il y a beaucoup de choses qui tournent autour du respect des limites, de l'intrusion, du respect de l'intimité psychique, physique, etc. Voilà, c'est mon histoire. Je pensais avoir fait le tour du sujet grâce à la psychothérapie, mais preuve en est que ça reste encore à libérer. Et cet épisode avec ma belle-mère, et même, je dirais, toute ma relation avec elle, est là pour faire ressurgir encore toutes ces énergies, toutes ces vibrations qui sont encore en moi. Et quand ça m'est apparu, c'est presque... alors, comment vous expliquer ? Dans mes tentatives où je m'asseyais pour accueillir les émotions, le lien s'est fait en fait. Voilà, ça se fait tout seul. Il y a un lien qui se fait entre ce qui est goûté. Et là, je me suis dit, mais Eureka, mais c'est ça en fait, c'est ça, c'est l'intrusion. Quoi de plus parfait qu'une belle-mère qui paraît intrusive pour me faire revivre toutes ces blessures liées à cela. Et ça explique tout. C'est-à-dire que la première fois que j'ai rencontré ma belle-mère, elle parle beaucoup et elle s'était épanchée sur le lien particulier qu'elle a avec mon mari, et David ceci, et David m'accompagne. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je me mets en couple avec quelqu'un qui est quasiment, ben, vous voyez. Et ça, mon inconscient l'avait déjà détecté. Et en moi, tous ces petits signaux de l'intrusion, du respect des limites, des frontières, etc. Le fait que mon corps réagissait aussi, j'ai presque envie de dire violemment, au parfum de ma belle-mère. Vous voyez, elle venait envahir même l'air que je respirais dans ma maison. J'avais besoin d'ouvrir les fenêtres. J'avais besoin de prendre la distance avec elle. Je suffoquais à son contact. Je n'y pouvais rien. C'était vraiment mon corps qui manifestait ce mécanisme de défense qui est tout à fait innocent en fait. Et là, vous allez me dire, bah oui, mais l'intrusion, c'est quoi par rapport à la secte ? Il y a aussi dans mon histoire, dans ce contexte familial où j'ai grandi, dans cette intrusion, il y a aussi le fait qu'on n'autorise pas les individus à avoir leurs propres pensées, leurs propres pensées, je veux dire comme cela. Donc, tout raisonnement, toute façon de penser, même tout centre d'intérêt qui n'est pas celui du clan familial est systématiquement dénigré, décrédibilisé. Il y a aussi une notion de tout ce qui est extérieur n'a pas de valeur. Et puis, la notion aussi, si on n'est pas, si on ne s'intègre pas au clan familial, il y a une notion les autres sont un peu fous, un peu... donc, vous voyez, quand ma belle-mère, quand plus j'ai exprimé quelque chose qui est très important pour moi, en plus pour le partager avec mes enfants, et qu'elle est
en quelque sorte décrédibiliser ma façon de penser, mon ouverture à des sujets voilà, qu'elle n'est pas en capacité de comprendre. Et ben c'est venu appuyer aussi sur ce que petite j'avais subi au sein je dis un clan familial, voilà, c'est ça, hein, c'était ça. Moi j'étais le mouton noir de ce clan et, et je me suis toujours sentie comme un peu la folle de la famille parce que je ne m'intégrais pas à cette façon de penser. Et dès que j'avais des réactions par rapport à ce qui s'y passait, eh bien, on me traitait de folle. Voilà. Donc voilà, c'est venu faire écho à ça. Et vous voyez, et je sentais hein, que mes réactions vis-à-vis de ce qui se passait, que ma belle-mère était exagérée, était démesurément, à tel point qu'en fait j'étais en état de sidération face à ce qui se passait. Et alors l'histoire du sac à main, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ma fille me consulte, j'exprime mon opinion, tac, tout de suite elle est contrecarrée, en plus devant ma fille, et en plus par derrière, ici ça a été vécu comme une tentative de récupération, comment dire, ouais, encore une tentative de me prendre ma place d'une certaine manière. De venir, voilà, dans ma famille, il y a aussi beaucoup de choses autour de personne n'est à sa place, il y a beaucoup de confusion dans les... Voilà, bref. Si ce que je vous dis n'est pas clair, bon, peu importe, parce que l'idée là, bien sûr, ce n'est pas d'analyser les circonstances, parce que c'est ce que fait l'ego, hein. Quand il se passe ça, il va y avoir un jugement par rapport à ce qu'a dit l'autre, elle n'aurait pas dit ça, et du coup, il y aurait pu y avoir une réaction hein, très violente de ma part vis-à-vis de ma belle-mère. Alors j'y viendrai après. Mais je sentais que ça m'appartenait en fait, que mes propres réactions venaient me parler de ce qui avait besoin d'être encore mise en lumière dans mon histoire personnelle. Alors, une fois que j'ai vu que... Donc déjà, il n'y avait plus cette culpabilité. Je me disais, mais oui, en fait, là, tu réagis, ton corps réagit parce qu'il s'est senti en danger. Comme tu l'étais petite, en fait, je sentais qu'il y avait du danger dans ma famille. Mais je ne pouvais pas l'exprimer, je ne pouvais pas me protéger. Donc, j'ai construit comme ça des couches, voilà. Et là, en fait... aller voir tout cela, il y avait une protection, c'était barrière, non, n'y va surtout pas. Ça donne vraiment l'impression que ce mécanisme de défense, il est tellement enfantin, il est tellement naïf, il est tellement... que le premier mouvement, ça a été d'accueillir ça, d'être voilà, comme la mère qui... J'ai pris mon petit ego mental là, dans mon espace de conscience pour le rassurer. Allez, t'inquiète pas, ça va aller, on va aller voir tout ça. Et après, du coup, le travail, enfin je dis le travail, non, mais l'accueil a pu se faire. Et ce qui a été vraiment... parce que c'était lourd, hein, je vous raconte pas pendant ces semaines à quel point... Mais j'étais mal parce que j'avais vraiment l'impression de retomber dans tous les travers de l'identification. Et bref, voilà. Et donc ce travail, voilà, ça a demandé plusieurs passages, mais il y a un moment où ça a lâché. Alors ce que j'appelle lâcher, c'est quand la situation est vue depuis l'unité. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus moi et ma belle-mère. Il y a un moment, ça a fait... Et j'ai vu, comme si la scène... J'ai vu
à quel point c'était une pièce de théâtre en fait, que les circonstances extérieures étaient juste un prétexte pour mettre en scène, voilà, c'est une mise en scène. J'ai vu Amélie et comme étant un petit personnage, ma belle-mère, l'autre personnage, qui venait jouer le rôle de miroir l'une pour l'autre, pour se révéler, etc. Mais depuis l'unité, et là il y a eu beaucoup de compassion. La compassion pour la situation, la compassion pour Amélie qui avait tellement souffert de ne pas réussir à aimer sa belle-mère, parce qu'il y avait aussi beaucoup ça, hein. Il y a ça depuis des années, parce que Amélie a toujours voulu aimer tout le monde, mais d'un point de vue humain, vous voyez, et je vais revenir après là-dessus aussi, ça me semble très important. Cette vidéo va faire 1h30, c'est pas grave. Ce mouvement d'amour qui est ce que l'on est, mais d'un point de vue humain, qui se heurtait, parce que quand on est identifié à l'être humain, on ne peut pas aimer inconditionnellement, humainement. Donc cette culpabilité-là, vue depuis l'espace de l'unité, elle a fondu. La compassion envers Amélie et la compassion envers ma belle-mère. Parce que il a été vraiment vu à quel point dans cette scène, il y avait des peurs qui se répondaient en fait. Les réactions de ma belle-mère, elles étaient liées à de la peur en elle, du rejet d'idées nouvelles. Alors elle a mis le mot secte, mais je veux dire, voilà, c'est sorti comme ça parce que pour elle c'était effrayant. Son racisme, c'est de la peur. Il y a aussi certainement de la peur d'intrusion parce qu'il y a un effet miroir, donc il y a quelque chose. Peut-être que mes idées, en heurtant les siennes, viennent heurter tout un système de protection qu'elle a construit aussi autour d'elle. Bref. Vous voyez, l'unité, elle vient faire en sorte que il n'y a plus un ego qui répond à un autre ego. Il y a la conscience, une qui accueille tout. Et dans tout, il y a tout ce qui s'est manifesté dans la situation et qui vient être éclairé du regard de la conscience. Et quand il y a cette reconnaissance de l'unité que je suis, qui accueille et qui voit depuis l'œil de l'unité, donc il n'y a pas d'observateur, vous voyez, c'est plus la situation vue depuis l'ego, Amélie, c'est la situation vraiment embrassée par la conscience. Et oui, je vais utiliser le terme d'amour inconditionnel. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est ça le pardon, qui n'est pas le pardon humain. Parce que là, vous voyez bien que si Amélie avait dû pardonner sa belle-mère, alors déjà c'était impossible, hein, enfin, dans la situation où l'ego est... ou alors ça aurait été un pardon, bon, oui, allez, je lui pardonne, je passe outre, mais l'énergie, elle serait restée encore là, et voilà. Du coup, c'est pas le pardon humain. Pour moi, le pardon, c'est quand il y a cette ouverture et que la situation, vous voyez, j'ai parlé de pièces de théâtre, la situation est reconnue comme ayant permis de révéler ce qui avait besoin d'être révélé et d'avoir permis de revenir ensuite à l'unité. Donc le pardon et donc cette libération, parce que vraiment corporellement, une fois je vous dis que quelque chose lâche, alors ce qui lâche aussi dans cet accueil, eh ben, c'est aussi le contrôle de l'ego. Alors ce contrôle de l'ego, il faisait qu'il y avait barrière pour aller voir l'émotion, parce que ça rappelait tellement de choses douloureuses vécues dans l'enfance, mécanismes de protection. Et puis il y avait aussi
le fait que le mental tournait en boucle, de se rappeler la situation, de rejouer le gna 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 gna, parce qu'il y avait aussi croyance que c'était le mental qui allait pouvoir trouver une situation avec est-ce qu'il faut que j'en parle, est-ce qu'il faut que je réagisse la prochaine fois, est-ce qu'il faut que je patati patata, ça lâche en fait. Dès lors que qu'est-ce qui lâche, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, l'humilité en fait. L'humilité, c'est quand le mental met un genou à terre et s'avoue vaincu, quoi. Et je laisse la source, je laisse Dieu, je laisse la conscience, je laisse la conscience régler le problème en quelque sorte. Là, j'abandonne, voilà, c'est ça aussi. Et quand tout ça lâche, et ben corporellement, il y a beaucoup de gratitude. Il y a une gratitude pour la situation. Merci, merci de m'avoir fait vivre cela. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est pour ça que je peux en rire. Il y a aussi un « Ah, mais c'est vraiment bien foutu quand même. » C'est vraiment très très bien foutu parce que... alors je me suis laissée prendre, mais finalement, voilà, c'était pour mieux comprendre. Prendre pour mieux comprendre, d'accord? Et alors oui, est-ce que ça veut dire... Alors moi, il y avait... c'est venu me mettre en état de sidération, j'avais peur, hein. À chaque fois que ma belle-mère revenait, je me disais oh là là, comment je vais gérer, mon corps était complètement tendu. Alors en plus elle était un peu figée là dans son truc. Bon, elle, ça c'est après voilà, mais c'était compliqué. Et pourquoi je dis ça? Oui, parce que je ne voudrais pas que vous considériez que accueillir, moi j'ai fait le choix de ne pas réagir quand ma belle-mère avait ce genre de réflexion. Par exemple, alors, en l'occurrence, elle le faisait derrière mon dos, en quelque sorte. C'est ma fille qui m'a rapporté le fait qu'elle avait évoqué que j'étais dans une secte, le message sur le sac. Bon, alors après, j'aurais... Bon, bref. Vous voyez, parce que je sentais que, oui, j'aurais été en réaction et que ça n'aurait pas du tout arrangé les choses, entre guillemets. Je voulais d'abord faire ce travail d'accueil. Est-ce que pour autant, par la suite, si un jour ma belle-mère a un comportement qui... c'est difficile parce que du coup j'ai pas d'exemple concret. Alors ça ne veut pas dire que quand on... Là, maintenant que la situation a été vue, j'ai vu que c'était en lien avec l'intrusion, etc. Admettons que ma belle-mère ait un comportement qui soit reconnu comme intrusif. Eh ben, voilà, ça peut encore se présenter peut-être. Hein. Peut-être que le travail n'est pas encore totalement fait, qu'il y a encore des petites choses à... ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ma part, que je ne serai pas légitime à, par exemple, prendre la parole, mais ça partira d'un état apaisé. Ce ne sera pas en réaction parce que ça vient déclencher quelque chose. D'ailleurs, depuis, alors il y a d'autres choses qu'elle est venue réactiver qui viennent encore un peu... donc là, c'est plus en lien avec des réflexions qu'elle fait sur le physique. Et voilà, ça fait aussi partie Et donc ça continue, donc le travail n'est pas totalement terminé, je dirais. La lessive, on est bientôt à la fin du programme, mais c'est pas terminé. Mais en fait,
tout ce qui vient se nettoyer, en fait, et ben, je dirais que le travail qui est fait intérieurement, ben, il est fait aussi, tout communique, vous voyez. S'il n'y a plus c'est- s'il n'y a plus de choses à activer, il n'y aura plus d'activateurs et réciproquement. Maintenant, oui, voilà, quelque chose que je veux absolument sur le pardon et justement sur l'acceptation, l'accueil. Si ma belle-mère a un comportement qui nécessiterait de mettre une limite, eh bien, il n'y a pas de mal à ça. Je veux dire, c'est pas parce que voilà, moi j'ai senti que c'était beaucoup lié à moi, mais par exemple, si à l'occasion d'un prochain repas, elle réaborde un sujet qui fait que elle pourrait voilà, venir disqualifier, je dirais, la manière dont mon mari et moi souhaitons, enfin les valeurs que mon mari et moi souhaitons porter, inculquer à nos enfants, eh bien il pourrait y avoir de ma part merci de donner votre avis, mais ce ne sont pas des valeurs que nous souhaitons, voilà, mais quelque chose qui viendrait d'un espace totalement apaisé, qui serait juste, l'action juste à ce moment-là. Mais quelque chose me fait pressentir que tout ce que je vais nettoyer en moi fera qu'il y aura beaucoup moins, vous voyez, beaucoup moins de... Alors, oui, c'est un peu... Tout est énergie, hein, des phénomènes d'attraction-répulsion en se dissolvant depuis l'expérience ici, et ben forcément vont se répercuter. J'ai l'impression d'avoir tellement de choses à dire sur le sujet. Et l'éveil, vous voyez à quel point ça mène comme ça à des périodes, à des traversées qui viennent petit à petit. Alors il y a d'autres choses, hein, là j'ai évoqué, et du coup ça fait 1h17 que je parle, j'ai évoqué cet épisode avec ma belle-mère. Il y a plein d'autres choses qui se jouent en ce moment, qui sont là pour susciter, faire réémerger comme ça en moi, dans mon corps, des peurs. Et là actuellement, ce qui se joue beaucoup, c'est tout ce qui est autour de la sécurité liée aux études. Ma fille est en terminale. Qu'est-ce que la réussite, Et ça, chez moi, c'était un gros sujet. Donc là, c'est les gros dossiers, j'ai l'impression, qui doivent être... qui ressortent. Alors pourquoi ça ressort maintenant et pas avant, et gna gna gna, mais j'en sais rien. C'est comme ça. Tout vient à point, à qui sait attendre. Et c'est ça, être humain. Alors, qu'est-ce qu'un être humain? C'est la conscience qui vient goûter une expérience humaine. Vous êtes le divin qui vient goûter l'expérience humaine. Et c'est pas facile, l'expérience humaine, mais c'est magnifique. C'est vraiment... Chaque période difficile, et quand je fais parce que là, bien sûr, tout cela vient remuer des choses de mon enfance, et du coup, là, il y a des flashs, il y a des choses qui me reviennent, il y a voilà, plein de scènes comme ça qui viennent se remanifester. En plus, ça fait fortement écho avec l'actualité. Et quand je regarde justement toute cette histoire d'Amélie, ce choix de l'âme, ce que cette âme a choisi de vivre dans cette famille-là, avec toutes ces mémoires transgénérationnelles, c'est waouh. Et ben, j'ai beaucoup d'émotions parce que, oui, il y a ça également que je voulais dire par rapport à... Alors c'est une image, hein, que je vous présente de l'âme, hein, je sais pas comment... C'est des mots, hein. Quand je dis elle choisit, je sais pas comment ce choix se fait.
Mais vous voyez toute la foi qu'il faut avoir en quelque sorte. La foi est très importante dans la foi pour accepter de vivre cette expérience humaine en oubliant sa divinité, d'être persuadé que l'amour divin fera son œuvre pour que l'unité est tout ce qui est et qu'on peut prendre le risque, entre guillemets, de jouer l'oubli total d'être la conscience pour plonger dans des histoires qui ne sont pas drôles, hein, qui ne sont pas faciles à vivre, qui sont bien souvent dramatiques. Et cette foi, c'est aussi celle qu'il y a quand je vous dis que l'ego met un genou à terre et abandonne les armes. Il y a cette foi en quelque chose de plus grand qui va venir transcender tout cela. Et je trouve ça très émouvant. Dès que je parle de l'âme, maintenant, il y a quelque chose qui est très ému. Ouais, ça vient vraiment, et c'est pas quelque chose que j'ai goûté tout de suite. Hein. Vous voyez, quand la conscience se reconnaît, ça transcende tout. Il y a juste un. Et là, maintenant, il y a cette exploration de... C'est presque une passion pour la vie. Il y a de l'émotion là qui... Là, corporellement, c'est comme si toutes les cellules, là, ça vibre. Voilà, l'exploration. J'ai envie d'explorer ce corps. Qu'est-ce qu'il est... Ce corps qui a tellement de choses à dire, qui est l'outil divin d'expression divine. Et bon, je vais m'arrêter là parce que justement dans tout ce qui semble justement voiler ce lien avec la conscience, non, mais cette unité, dans tout ce qui semble la voiler, hein, ce que j'ai moi-même traversé là ces derniers temps, une fois que c'est dissous, que la lessive est faite, et qu'on retrouve qu'on a l'impression de retrouver, parce que c'est jamais perdu hein, en fait, en réalité. Et ça permet de goûter encore, avec encore plus de... Quel est le mot qui me vient encore plus de liberté, mais aussi de foi, de vouloir se laisser complètement être le divin dans cette vie humaine. Je ne sais pas si je le dis, de vouloir se consacrer complètement à être le divin dans cette vie humaine, de vraiment l'incarner et oui, ce qui vient dans ces moments-là, c'est une compassion tellement plus profonde et vivante en nous vis-à-vis de tous les humains en particulier, mais vraiment tout, oui, toute la manifestation de vouloir prendre soin de cette vie, et du coup aussi de l'environnement. Enfin voilà, alors peut-être que c'est parce que je ne l'ai peut-être pas évoqué, mais dans cette notion d'âme, il y a aussi cette notion, chaque âme,
tout en étant la conscience à son propre, ses propres, certaines qualités, certaines enfin pas vibrations, certaines couleurs, saveurs, enfin je sais pas comment le dire, caractéristiques, mais c'est dur de mettre un mot, mais vous voyez, chaque âme, alors peut-être que, voilà, il y a des âmes qui auront envie de prendre soin des animaux, de la planète, des enfants, d'autres vont peut-être être plus tournés vers prendre soin en étant plutôt dans le don de soi pour... voilà, enfin bref, c'est peut-être ça, les différentes missions d'âme en fonction de ses particularités, de ses caractéristiques individuelles. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Hein. C'est la vidéo la plus longue que j'ai faite.